Ici, dans la Somme, on ne peut pas oublier la guerre, parce qu'elle est présente partout. On est entouré de cimetières, entouré de monuments, de stèles de toutes sortes, qui nous rappellent à chaque instant tout ce qui s'est passé, tous les morts qu'il y a eu surtout, par dizaines de milliers ici, les morts. Les gens en parlaient bien sûr de tous ceux qu'ils avaient perdus, leurs enfants, les frères, tous ceux qui étaient morts. Mais ils en parlaient comme... ils étaient assez fiers quand même, parce qu'ils savaient ils étaient morts, mais pour la France. C'était toujours ce qui revenait, avoir récupéré l'Alsace-Lorraine, et surtout, ce qui les marquait beaucoup, c'est que c'était la dernière. Ils étaient morts pour ça, pour sauver le pays, pour que ceux qui viennent derrière ne connaissent plus la guerre. Ce culte des morts, on nous l'a vraiment inculqué, surtout à l'école. Par les récitations, les chants, tout était consacré aux souvenirs. Je vais vous lire un poème que j'ai appris à l'école en 1937. Hommage aux morts. À la voix de la patrie en danger, ils se sont levés, ils ont couru aux armées et se sont précipités aux frontières. Les jeunes comme les aînés, les fils comme les pères. Tous ont rivalisé de courage, d'ardeur, d'abnégation. Tous sont dignes de vivre éternellement dans la mémoire de nous tous. Ils ont versé leur sang pour une cause sublime, le salut de la patrie et l'avenir de l'humanité. Le culte des morts nous a été entretenu jusqu'à la guerre de 40, pratiquement. Parce que tout a basculé à ce moment-là. Elle n'est pas oubliée pour nous, parce qu'on a vécu avec ça. Mais pour ceux maintenant, les jeunes qui n'ont pas connu et dont forcément maintenant les parents et les grands-parents sont morts, ils n'entendent plus parler de la guerre de 14. C'est ça, c'est qu'il n'y a plus de famille. Et à partir du moment où il n'y a plus de famille, eh bien, le souvenir s'en va avec. On parlait de sa vie comme d'une chose morte. La certitude de ne plus revenir nous en séparait comme une mer sans limite. Et l'espoir même semblait s'apetisser, bornant tout son désir à vivre jusqu'à la relève. Il y avait trop de buts, trop de morts, trop de croix. Tôt ou tard, notre tour devait venir. C'est vrai, on vous oubliera. Oh, je sais bien, c'est odieux. C'est cruel. Et pourquoi s'indigner? C'est humain. Oui, il y aura du bonheur. Il y aura de la joie sans vous. Car tout pareil aux étangs transparents, dont l'eau limpide dort sur un lit de bourbe, le cœur de l'homme filtre les souvenirs et ne garde que ceux des beaux jours. On vous oubliera. L'image du soldat disparu s'effacera lentement dans le cœur consolé de ceux qu'ils aimaient tant. Et tous les morts mourront pour la deuxième fois. Non, votre martyre n'est pas fini, mes camarades. Et le fer vous blessera encore quand la bêche du paysan fouillera votre tombe. Les maisons renaîtront sous leurs toits rouges. Les ruines redeviendront des villes et les tranchées des champs. Les soldats victorieux et là rentreront chez eux. Mais vous ne rentrerez jamais. Les Croix de bois, Roland d'Orgelès. C'est très souvent dans notre métier qu'on retrouve des vestiges de la guerre 14. En arrière-saison, à peu près à cette époque, par temps très sec, j'effectuais un sous-solage après la moisson, donc. Mon engin a accroché une boule de barbelé de la guerre 14 et quelle ne fut pas ma surprise de trouver des objets, quelques ossements. Puis en cherchant autour, j'ai trouvé la montre, j'ai trouvé le rasoir, le cure-pipe, le couteau, bien sûr, le plus important du lot.
Puis j'ai rassemblé les différents objets, puis je les ai rentrés chez moi et j'ai commencé à nettoyer. Dès que j'ai nettoyé l'objet, un nom est apparu, mais apparemment il était illisible, il ne ressemblait pas vraiment à un nom. Quito, Cléto, et ça commençait par un D. Moi je me suis dit, là ça change tout parce qu'on va pouvoir identifier peut-être le propriétaire. Et j'ai confié la trouvaille à M. Gibault, qui lui a fait des recherches. M. Gibault est instituteur à Gouzeaucourt et passionné d'archéologie et d'histoire. Il pouvait s'agir d'un soldat qui avait été porté disparu lors de la fin de la bataille de Cambrai, le 30 novembre 1917. Je me suis donc rendu au mémorial de Louverval, où sont gravés les noms des 7800 soldats britanniques portés disparus pendant la bataille de Cambrai. Dans les derniers panneaux, j'ai trouvé le panneau du corps médical. Et le dernier nom sur la liste, c'était D.E. Quito. Et donc, en consultant le registre, j'ai retrouvé l'endroit où il vivait. Et donc, j'ai écrit au maire du village en Écosse. Et le maire en question, au bout de 7 semaines, ne m'avait toujours pas donné de réponse. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai repris contact avec un ami de Glasgow pour qu'il fasse passer un article dans un journal. Et 10 jours après la parution de l'article, j'avais une réponse d'un monsieur McClure qui se déclarait être le beau-frère du sergent Quito et qui souhaitait vivement venir sur le champ de bataille à l'endroit où était tombé le sergent Quito. Le sergent Quito était le beau-frère de mon père. Je trouve très émouvant d'assister ici à cette cérémonie. Lorsqu'on a découvert les premiers objets dans le champ il y a 2 ans, ça a été une grande surprise. Pendant de longues années, on s'était demandé ce qui avait pu arriver au sergent Quito. C'était très touchant de constater que le stylo plume qu'il avait reçu de sa jeune épouse fonctionnait encore 75 ans plus tard. On lui avait fait cadeau de ce stylo pour qu'il écrive au sien fidèlement. Ma tante nous parlait des lettres qui arrivaient tous les jours. Tout à coup, il n'y a plus eu de lettres. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et enfin, le télégramme et la nouvelle tragique de sa mort. C'était donc très émouvant qu'on ait pu retrouver les restes de son corps et organiser la cérémonie d'aujourd'hui. C'était beaucoup d'années après rendre l'hommage qu'il n'avait pas eu à l'époque. Parce qu'il a été inhumé comme une bête au fond d'un trou. Lorsque la famille McClure est venue au printemps 1990, avec M. Marcheux, on avait préparé les objets, pensant leur redonner, puisqu'après tout, c'était des objets qui étaient des objets de famille. Et au contraire, la famille McClure avait apporté d'autres objets qui appartenaient au sergent Quito. Et ils ont souhaité que l'ensemble des objets soient déposés dans un musée de la région, compte tenu que l'historial de Péronne était en train d'être constitué. J'ai pensé que c'était tout à fait l'endroit pour recevoir ces objets. Et donc, avec M. Marcheux, nous avons décidé de les déposer à l'historial de Péronne. À partir d'objets apparemment anodins, on a réussi à redonner une image et surtout un nom à des ossements qui étaient enfouis dans la terre. Et il n'est pas impossible que dans les années à venir, on trouve un Quito américain ou allemand. For when I shut my eyes, your face shows plain. Quand je ferme les yeux, ton visage surgit. I hear you make some cheery. J'entends de nouveau un de tes mots d'encouragement. Rebuild you in my brain. Je sais te reconstruire dans mon cerveau, alors que t'es parti patrouiller dans le noir. Patrolling in the dark. Lorsqu'ils m'ont dit qu'on t'avait laissé pour mort, je ne voulais pas les croire, sachant pourtant qu'il ne pouvait pas en être autrement. 1 semaine après, la liste d'honneur déclarait « blessé et porté disparu ». C'est ce qu'on dit quand on a abandonné des gars dans des trous d'obus.
à mourir lentement sous un ciel vide, avec la douleur des blessures, à mendier l'eau jusqu'à la nuit et comprendre enfin qu'il n'est plus la peine de veiller. J'ai les larmes aux yeux à force de scruter le ciel. Ciao. Siegfried Sassoon. I have a rendezvous with death at some disputed barricade. J'ai un rendez-vous avec la mort sur quelque pente d'une colline battue par les balles. I have a rendezvous with death at midnight in some flaming town. J'ai un rendez-vous avec la mort sur quelque barricade âprement disputée. Et je suis fidèle à ma parole. I shall not fail that rendezvous. Je ne manquerai pas à ce rendez-vous-là. Alan Seeger, jeune poète américain engagé volontaire dans la Légion étrangère par amour de la France. Il meurt le 4 juillet 1916 à 28 ans, au premier jour de la bataille de la Somme. Ici, après 5 jours d'artillerie féroce, les Anglais avaient décidé d'attaquer les Allemands. C'était l'offensive de la Somme, le 1er juillet 1916. Mais ils ne savaient pas que les Allemands avaient bien installé leurs tranchées très profondément sous la terre. Donc les Anglais, à 7 heures du matin, ont sorti de leurs tranchées et ont commencé à marcher à travers les champs. Et ils se sont trouvés en face des Allemands. Les Allemands n'avaient qu'à mitrailler dans le paquet, dans le mille, et les Anglais ont tombé comme des lapins. Dans très peu de temps, 30 000 hommes sont morts ou blessés. C'était, pour l'Angleterre, une tragédie terrible. Et l'Angleterre, même en 1995, ressent cette catastrophe. Ça résonne toujours. C'était pour nous un choc culturel. Et tout le monde en Angleterre et en Grande-Bretagne connaît bien le mot la Somme, comme on connaît Ypres, comme les Américains se souviennent de Pearl Harbor. C'est pour nous le plus grand massacre des hommes britanniques dans le XXe siècle. Ce qui est venu mourir ici dans la Somme en 1916, c'est effectivement tout le XIXe siècle. Parce que pour l'Angleterre, ils voyaient la guerre à travers des images extrêmement romantiques, avec nos célèbres blasons de guerre, King and Country, We shall go, on va battre pour liberty, honor, justice and right. Et tout de suite, il est venu la réalisation que tout ça c'était faux. Et avec l'offensive de la Somme, l'Angleterre a tout de suite basculé dans le XXe siècle. Et nothing was ever the same again. Les choses ne seraient jamais encore comme ils étaient avant. In that desired, delayed, incredible time, quand viendra cette époque de paix tant désirée, tant attendue qu'on a peine à concevoir, tu demanderas, toi qui es ma fille, pourquoi je t'ai abandonné pour aller jouer au dé avec la mort. On te donnera bien des explications. Les uns parleront d'une chose sublime, d'autres dénonceront d'un air ambigu. C'est pourquoi ici, alors que la rage du canon crache la malédiction au-dessus de nos têtes, et que les hommes exténués s'effondrent dans la boue, know that we fools, now with the foolish dead, je veux que tu saches que nous autres insensés, réunis désormais avec des morts tout aussi insensés, ne sommes morts ni pour un drapeau, ni pour un roi, ni pour un empereur, mais pour un rêve issu d'une cabane de berger et au nom des secrètes écritures des pauvres. To my daughter Betty, the gift of God, in field before Guillemot, Somme, 1916.
Je suis venu ici à La Boisselle pendant 10 ans avant d'acheter le cratère. C'est un endroit que je considère comme mon foyer spirituel. Un cratère identique a été comblé et donc j'ai voulu préserver celui-ci pour tous mes amis, pour mon fils, pour tous les jeunes qui allaient venir. Les Allemands avaient fait de tous ces villages des forteresses. Ils avaient creusé et bétonné profondément leurs lignes. Elles étaient devenues imprenables. Les soldats anglais avaient pris la décision de creuser un tunnel sous les tranchées allemandes. Ils ont commencé en décembre 1915 avec des mineurs venus du nord de l'Angleterre. Ils ont creusé leur tunnel sur 200 mètres, dans le noir total, sans air. Ils ont introduit 30 tonnes d'explosifs. C'est le plus grand cratère jamais fait de main d'homme dans la guerre. Ils s'étaient engagés ensemble. Ils sont venus en France ensemble. Ils sont morts ensemble. Pour moi, cet endroit est un symbole du front de l'Ouest. C'est un cimetière, une terre sacrée. On peut parler d'un mémorial vivant. C'est pourquoi je pense qu'il est important que les gens viennent visiter. Ça leur donne une conscience profonde de ce qui s'est passé réellement. Ça remonte peut-être à 80 ans, mais ça se passe encore aujourd'hui. J'ai connu un jeune et simple soldat. Il souriait devant la vie, plein de joie innocente. Slept soundly through the London dark, and whistled early with the lark. Il dormait tranquille dans la nuit solitaire, et de bon matin sifflait avec l'alouette. Recroquevillé dans l'hiver des tranchées, dévoré par les poux et la peur des obus, sans même un coup de rhum. He put a bullet through his brain. Il se tire une balle dans la cervelle. One spoke of him again. Pas un seul n'a parlé de lui. Vous, foule béate dont l'œil s'anime quand vous poussez vos hurrahs au départ soldat, rentrez chez vous honteux et priez pour ne jamais connaître l'enfer où s'en vont les rires et la jeunesse. Siegfried Sassoon. La seule véritable réalité de cette guerre, c'est les paroles des écrivains et des poètes, les grands écrivains comme Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, Tom Kettle, Isaac Rosenberg, Charles Hamilton Solé, Vera Brittain, Mottram, Edward Thomas, Robert Graves, tous des war poets britanniques ont été très influencés par le seul et le premier livre réaliste qui décrivait les conditions de guerre, le feu. Siegfried Sassoon, dans ses poèmes de guerre, exploitait un vocabulaire réel pour décrire exactement les conditions dans lesquelles les soldats essayaient de survivre. Rain, la pluie. Mire, la fange. Drizzle, la bruine. Mud, la boue. Sodden, détrempé. Wet, mouillé. Bogged, embourbé. Sludge, la vase. Stodgy clay, la lourde glaise. Il y a des textes qui sont les meilleurs textes écrits dans le XXe siècle, qui ont été écrits ici, sous les ciels de la Somme. Si toi aussi, dans je ne sais quel rêve étouffant, tu pouvais emboîter le pas derrière la charrette dans laquelle on l'a jeté, et voir ses yeux blancs qui tournaient dans sa tête, his hanging face like a devil's sick of sin, et si tu pouvais entendre à chaque chaos du chemin le sang qui sortait en gargouillant des poumons écumeux et pourris, remâché comme un cancer émanant de plaies hideuses et incurables sur des langues innocentes. Mon ami, my friend, tu ne répéterais plus aux enfants avides de gloire le vieux mensonge « Dulce et decorum est pro patria mori ».
il est doux et honorable de mourir pour sa patrie. Wilfred Owen. Killed in action. Mort au combat le 4 novembre 1918, à l'âge de 25 ans. Depuis des années que j'ai lu des textes de Owen et Sassoon en tant qu'élève dans le lycée à l'école, et ça m'avait fait des images relativement flues. Et pour moi, ça réalise quelque chose de venir mettre cher sur ces textes. Donc j'essaie de toucher le passé en revoyant les lieux où sont morts tellement de mes confrères britanniques. Age 17. Age 20. Age 18. Age 19. Qu'est-ce que ça peut faire si t'as plus tes jambes? Les gens seront toujours sympas. Et t'as pas besoin de montrer que ça te porte un coup quand les autres rentrent après la chasse, s'empiffrer de pain chaud et d'œufs à la coque. Does it matter, losing your sight? Qu'est-ce que ça peut faire si t'as plus tes yeux? On donne de très bons travail aux aveugles. Et les gens seront toujours sympas lorsqu'ils t'installeront sur la terrasse avec tes souvenirs, le visage tourné vers la lumière. Qu'est-ce que ça peut faire, les cauchemars qui remontent? Tu pourras boire, oublier, te réjouir. Et les gens ne diront pas que tu n'as plus toute ta tête, car ils comprendront que tu t'es battu pour ton pays. And no one will worry a bit. Et personne ne se fera de soucis. Siegfried Sassoon. Sassoon, à travers ses textes, voulait former un mouvement contre la guerre en Angleterre. Et à travers des sociétés travaillistes, des sociétés contre la guerre menées par Bertrand Russell, il espérait former un groupe pour dénoncer la guerre. Mais en même temps, il était tout à fait prêt à rester dans les tranchées, activement, comme soldat, mais un soldat, comme il disait lui-même, objecteur de conscience dans les tranchées. Mais Sassoon a écrit des pamphlets qui étaient à l'époque considérés comme scandaleux, parce que c'était des textes antipatriotiques, même si lui, il était d'origine plus ou moins haute bourgeoise, avec toutes ses qualités d'écrivain, il espérait défendre et sauver les hommes de l'infanterie, parce qu'ils n'étaient pas estimés en tant qu'hommes, en tant qu'humains, par les commandements, par des gens comme Haig et Plumer et Kitchener. Finished with the war. Qu'on en finisse avec la guerre. Déclaration d'un soldat. Cette déclaration est un acte volontaire de désobéissance à l'autorité militaire, car je pense que la guerre est délibérément prolongée à dessein par ceux qui ont le pouvoir d'y mettre fin. Je suis soldat et je suis convaincu d'agir au nom de tous les soldats. Je crois que cette guerre à laquelle j'avais décidé de prendre part, à cause de son caractère de guerre de défense et de libération, est devenue une guerre d'agression et de conquête. I have seen and endured the sufferings of the troops, and I can no longer be a party to prolong these sufferings for ends which I believe to be evil and unjust. Je sais ce que les soldats endurent, l'ayant vécu moi-même avec eux. Aussi, je ne puis plus longtemps être complice de la prolongation de telles souffrances à des fins que je crois mauvaises et injustes. Au nom de tous ceux qui souffrent aujourd'hui, je proteste contre la duperie dont ils sont victimes. Je crois également pouvoir contribuer à détruire la suffisance brutale avec laquelle la majorité des sujets britanniques restés à l'arrière envisagent la prolongation de martyrs qu'ils ne partagent pas et qu'ils sont incapables d'imaginer. July 1917, Siegfried Sassoon. Parmi les hommes, celui qui a passé par le feu est une autre espèce d'homme, qui n'a pas éprouvé en permission, en se retrouvant au milieu de gens et de choses qu'il accueillait comme autrefois, cette impression mélancolique d'être un étranger ou un disproportionné, comme si entre les autres et soi se fût creusé un abîme, visible d'un seul côté, pas du leur, justement. Pierre Teilhard de Chardin.
Pierre Taillard était tout simplement caporal brancardier, dans ce qu'on appelle une unité mixte. Donc, un de ces régiments où il y avait moitié français, moitié soldats africains. Et ça veut dire aussi un de ces régiments qui a été tous les coups durs. Il a connu Douaumont, Verdun, l'enfer de l'Isère avec l'expérience des premiers gaz, et puis il a connu le chemin des dames tout à fait en première ligne, ici au-dessus de nous, à la ferme d'Urtebis, la célèbre ferme d'Urtebis. Dès qu'il y avait un peu un répit, un peu bref, il écrivait beaucoup Taillard. Et c'est parmi ces textes qu'on trouve la nostalgie du front. Et c'est probablement le texte à travers lequel Taillard, à cause de l'expérience du front de la guerre, a découvert à la fois, on pourrait dire, son génie propre et la vision du monde et de l'histoire qu'il va développer tout au long de sa carrière. Il me semble qu'on pourrait montrer que le front n'est pas seulement la ligne de feu, la surface de corrosion des peuples qui s'attaquent, mais aussi, en quelque façon, le front de la vague, qui porte le monde humain vers ses destinées nouvelles. Quand Taillard arrive au front, on peut dire que c'est la première fois de sa vie qu'il est un peu libre, libre de tout cet environnement d'horaire qui était la vie jésuite. Hein. Rien ne me rendra que le front, la liberté qui me grisait en cette nuit de septembre. Non seulement il me semble, aujourd'hui, que je reviens de très loin, mais j'ai l'impression d'avoir perdu une âme plus grande que la mienne, qui habite les lignes et que j'ai laissée là-bas. La liberté qu'il trouve en première ligne, pour lui, toute l'éducation avait été l'oubli de soi, le sacrifice. C'est la liberté qui est offerte, ce n'est pas choisi, on y a calculé à faire la guerre, la liberté de donner toute sa vie, de la donner. Ma vie me paraissait plus précieuse que jamais, et cependant je l'aurais laissée à ce moment sans regret, car je ne m'appartenais plus. J'étais libéré et soulagé, jusque de moi-même. C'est d'ailleurs un peu ce qui va marquer fort dans la nostalgie du front, que des êtres humains qui, peut-être dans la vie de tous les jours, ont été médiocres, ont leur faiblesse. Dans l'expérience du front, ces gens sont capables de reprendre le meilleur d'eux-mêmes et de le donner. Et ça marquera Taillard à tout jamais, comme ça a marqué tous les gens du feu. Quelles sont donc enfin les propriétés de cette ligne fascinante et mortelle ? Par quelle secrète vertu tient-elle à mon être le plus vivant pour l'attirer ainsi à elle, invinciblement? Oui, le front l'attire et le repousse à la fois. Il nie pas l'horreur, ni la souffrance, ni la peur qu'il a comme les autres. Seulement, il a plusieurs images pour ça. Il dit qu'il y a comme une déchirure dans une croûte du conformisme de la vie habituelle. Et il y trouve alors un air supérieur à respirer parce qu'il y est dans la capacité de se donner à tout bout de champ. La nuit tombait maintenant tout à fait sur le chemin des dames. J'ai songé alors à ces cataclysmes d'une prodigieuse grandeur qui n'ont eu jadis que des animaux pour témoins. Et il m'a semblé, à cet instant, que j'étais devant cette chose en train de se faire, pareille à une bête dont l'âme s'éveille et qui perçoit des groupes de réalités connexes sans pouvoir saisir le lien de ce qu'elle représente. Aux armées, avec les tirailleurs, septembre 1917. Souvent aujourd'hui, du moins par certains lecteurs, certains de ces textes de guerre, ou même ce qu'il a écrit par après, mais à partir de son expérience de la guerre, sont très mal compris. En réalité, Taillard ne fait pas l'apologie de l'affrontement, il le décrit parfois seulement, il l'observe comme une phase d'humanité encore tout à fait primitive. Mais à tout bout de champ, il dira, comme le monde changerait, comme il irait vers son vrai progrès, le jour où même les sommes d'argent, d'énergie qu'on met à des engins de guerre qui coûtent de plus en plus cher, sont de plus en plus sophistiqués, si on le mettait, alors c'était bien sa perspective à lui, dans la recherche, comme il dira, dans la recherche de la matière, le secret de la matière. Et alors là, lui, ce qui éclate là-dedans, c'est l'optimisme inconfusible de Taillard, sur lequel on l'a attaqué plus d'une fois. Vienne le temps, et il viendra, où la masse se rendra compte que les vrais succès humains sont ceux qui triomphent des mystères de la matière et de la vie. Vienne le moment où l'homme de la rue comprendra qu'il y a plus de poésie dans un puissant instrument destiné à briser les atomes que dans un canon. Alors sonnera pour l'homme
une heure décisive, celle où l'esprit de la découverte absorbera toute la force vive contenue dans l'esprit de la guerre. Maintenant, à l'échelle où il voyait l'humanité, nous sommes peut-être au tout début du début. Alors évidemment, on peut se demander comment, après l'intensité des affrontements qu'ont connu le chemin des dames et cette espèce de vision d'un paysage vraiment lunaire que ce fut en 18, aujourd'hui que la nature a extérieurement tout corrigé, qu'est-ce qu'il reste d'eux comme témoignage, disons, les plus proches de leur vie profonde? Je pense qu'on pourrait dire la pierre et le verbe, la pierre et les mots. La pierre, c'est-à-dire ces immenses archives souterraines qu'on commence seulement à inventorier, à déchiffrer, où des gens, les uns avec talent, d'autres tout simplement, ont mis un peu tout leur monde intérieur du temps de la guerre. Oh ben ici, la chance des soldats a été de trouver ces centaines d'abris souterrains, ces grandes carrières évidées sous 20 mètres de roche. Les soldats pouvaient y vivre vraiment à l'abri. C'est pour ça que toutes ces creutes, c'est le lieu du repos, du calme, même d'une certaine détente. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement servi aussi comme exutoire à ce qu'on voulait dire et écrire en le mettant sur les parois, les sculptures, les inscriptions. Les traces réelles, visibles, je dirais tactiles, qu'on peut toucher, c'est quand même les graffitis et les bas-reliefs dans les carrières. Oh, c'est presque un pèlerinage. Vous rentrez dans une carrière, c'est une chapelle. Toutes les carrières, ce sont des chapelles. Si vous voulez, j'ai pas besoin du 11 novembre. Mon recueillement, pour tous ces pauvres bougres, c'est quand j'entre dans la carrière et que j'y laisse une ou deux bougies sur un autel ou un endroit où il y a un graffiti religieux. Pour moi, ça a plus d'importance que de déposer une gerbe à date fixe devant un monument aux morts. On est pris par l'ambiance, il n'y a rien à faire. On a l'impression que c'est comme le mythe de la caverne de Platon, le retour un peu dans presque le ventre de sa mère. C'est la régénération. La vie se régénère un peu quand elle se retire l'hiver dans l'intérieur de la terre. Alors on passait d'une espèce d'enfer, de bruit, d'éclats d'obus, de mitraille, dans un lieu d'abord le calme absolu, le calme de la roche. Ça invite à la réflexion, à la méditation. Ce qu'ils vivaient dans un mouvement très spontané, ils ont essayé de l'exprimer. Saint-Chelam, donc cette chapelle, Ornaverunt, a été sculptée par le 137e d'infanterie, 1er et 3e bataillon, en octobre 17. Et ce qui me frappe ici, c'est que la plupart des symboles qui vont être sculptés dans cette chapelle, c'est de l'art des catacombes. Et alors là, il y a une espèce de parallélisme entre les deux communautés à un siècle de distance. Ils ont ceci de commun. D'abord, les catacombes, c'était des cimetières souterrains, mais qui étaient alors utilisés par une communauté persécutée. Ça veut dire qu'ils étaient affrontés à l'idée de la mort quotidienne. Et qu'une même communauté croyante, des siècles plus tard, qui se trouve dans un face-à-face avec la mort encore plus évident, le chemin des dames, c'était ça, retrouve presque d'instinct ou à travers une longue mémoire les symboles même de l'art des premiers chrétiens, qui sont presque tous des symboles dans lesquels ils exprimaient leur foi dans un au-delà assuré, c'est-à-dire l'espérance, des images d'espérance. Toutes ces carrières maintenant, donc, qui ne sont plus exploitées, donc, elles sont là, ce sont quand même d'énormes sanctuaires, indépendamment des petites chapelles qui donnent presque leur sens à tout. Mais tous ces petits mots griffonnés par des gens qui tombaient peut-être quelques heures après,
Tout ça, c'est un énorme... C'est peut-être le plus beau monument que l'on puisse trouver au chemin des Dames pour tous les morts. Et c'est peut-être ici, dans tout ce monde-ci, le plus beau mémorial élevé à la mémoire de ceux qui ont combattu de tous bords. R.I.P. Rest in peace. Tout ça fait un ensemble extraordinaire parce que c'est vraiment des archives de pierre formidables. Hein. Ce qui reste des soldats, c'est un peu ce qu'ils écrivaient, leurs petites lettres, mais encore, on sait ce que ça voulait dire. La censure existait très sévèrement. Mais alors ici, ils ont quand même sculpté avec une liberté totale. Et alors là, c'est un énorme dialogue que des milliers d'hommes engagent avec nous et ils nous parlent de façon comme si leurs paroles étaient restées vivantes là-dedans. Hein. À travers un dessin, un signe, un mot, c'est une voix, c'est quelqu'un, c'est un être unique, singulier, avec tout son monde à lui, avec lequel on communie. Parmi toutes ces sculptures, dont certaines sont toutes simples, il y a des œuvres qui alors sont beaucoup plus transcendantales, presque prophétiques, où un artiste, à travers son expérience personnelle, exprime une vision beaucoup plus large. Par exemple, la belle sculpture d'un navire qui coule, auquel il a donné comme nom Liberté, avec une inscription « Soleil de ma jeunesse ». C'est aussi au début de la guerre le choc mental qu'a exercé dans le monde entier le torpillage du Lusitania. Mais ici, il y a beaucoup plus. On a l'impression qu'il a comme une prémonition. Hein, la liberté quitte le XXe siècle, elle quitte le monde. Mais il faut bien dire que celui qui a sculpté ça tout simplement à partir de sa conviction personnelle, c'est un signe prémonitoire pour tout le XXe siècle. Et j'ai pensé aussi à cette solitude dans l'obscurité de toutes ces chapelles qui ont tant signifié, qui sont comme le reflet de toute une ferveur des petites communautés chrétiennes de combattants qui se trouvaient là. Elles sont là, muettes, dans l'obscurité, avec toute leur sculpture, avec toute leur riche symbolique. Je pense que la pierre aussi continue de prier. Hein. Il y a d'ailleurs une communion profonde entre ces petites chapelles abandonnées et, mettons, toute cette pierre blessée d'une abbaye comme celle-ci, abandonnée aussi. Les hommes n'y sont plus, mais la nature, dans ce matériau si noble qu'est la pierre, elle continue sa prière.